J'étais resté à la guerre entre les taxis et Uber, le prix des licences en chute libre, les taxis qui bloquaient tout à Paris et un peu partout en France. L'emprunt est interdit et donc ça oblige à financer en cash, ce qui est évidemment une grosse contrainte. Je suis quasiment sûr que cette personne sera millionnaire dans les 20 ans à venir grâce à cette frugalité d'une part et cette rigueur dans l'investissement. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on se retrouve avec un chauffeur de taxi qui a vendu ses licences. C'est parti. Du coup, je vous le disais, ce chauffeur de taxi, il s'est construit un très beau patrimoine, 525 000 € grâce à la revente de ses licences de taxi. J'avoue que je connaissais pas trop le secteur, enfin j'avais un peu oublié ça puisque moi j'étais resté à la guerre entre les taxis et Uber, le prix des licences en chute libre, les taxis qui bloquaient tout à Paris et un peu partout en France. Bon, maintenant ça s'est normalisé en réalité, hein. Il y a des Uber, il y a des taxis, il y a même des taxis qui sont dispo dans Uber, donc voilà, tout ce beau monde c'est un peu arrangé. Mais en tout cas, notre chauffeur de taxi, lui, il vit plutôt très bien puisqu'il a un patrimoine de 525 000 €. Il a une résidence principale neuve en cours de vente, donc intéressant. A priori, il a acheté quelque chose qu'il veut revendre tout de suite. Il a 2 véhicules payés comptant et il a une note Finari qui est pas terrible du tout, 34 sur 100. Je pense que là, quand vous voyez déjà la répartition, vous vous doutez qu'il y a quand même des petits trous dans la raquette, mais il les a bien identifiés. Du coup, sur le profil, qu'est-ce qu'on a? On a un chauffeur, du coup, de taxi et de VTC. Voilà, je le disais, comme quoi les taxis qui étaient anti-VTC aujourd'hui se retrouvent à faire les deux, comme quoi il faut tout pour faire un monde et la cohabitation fonctionne très bien. Il gagne quand même 3 700 € par mois, donc c'est un bon job qui doit pas être facile quand même toute la journée derrière le volant. 37 ans, marié, 3 enfants, profession plusieurs années en tant que taxi conventionné CPAM, donc caisse d'assurance maladie. D'ailleurs, ils vont en parler juste après. J'ai remboursé et revendu mes 2 licences de taxi dans 2 villes différentes. J'ai aujourd'hui une carte VTC pour contrat de transport d'enfants handicapés et courses privées. Les revenus, c'est 3 700 € par mois, 2 700 générés avec le transport d'enfants handicapés, donc c'est pour ça qu'il est conventionné CPM, donc j'imagine que son taxi a des sièges spéciaux peut-être ou une rampe d'accès, des choses comme ça. Et puis 1 000 € de courses pour des particuliers. Information primordiale pour moi, je n'ai usé d'aucun financement ni pour ma RP, ni pour mes véhicules. BMW X3, c'est un espèce de petit 4x4 sympa, très très cool. Et un Kia Niro électrique, qui est aussi un petit SUV en fait. Ça vaut combien ça? Ça vaut quand même 35 000 €. Hein. Alors, il y en a pour plus de 100 000 € de véhicules. J'ai construit un patrimoine grâce à l'achat-revente immobilier et la revente de mes licences de taxi. Puis en plus, vu qu'il a probablement revendu ses résidences principales au fur et à mesure, il n'a pas payé d'impôt sur la plus-value. Donc on a vraiment l'effet boule de neige. Donc ça, c'est plutôt très bien joué. Objectif, maison moins haut de gamme, court terme, revendre ma RP actuelle, estimée à 450 000 € quand même. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'une maison aussi haut de gamme, ouais, c'est mieux vaut tard que jamais. Puis acheter sans emprunt une maison plus simple à 200 000 €, travaux compris. Alors vous vous demandez pourquoi notre ami taxi ne veut pas faire d'emprunt. Alors on n'est pas sûr, mais on pense qu'il est musulman et donc l'emprunt est interdit, la riba est interdit et donc ça oblige à financer en cash, ce qui est évidemment une grosse contrainte. Si le sujet de la finance islamique vous intéresse, on l'a pas vraiment couvert encore sur la chaîne, c'est la première fois qu'on a un profil qui la pratique, eh bien dites-le moi dans les commentaires et on fera quelque chose de dédié, soit une analyse de patrimoine d'un profil qui va vraiment au bout et qui va par exemple investir dans des ETF halal aussi, ou des SCPI halal, faire de l'immobilier halal, enfin il y a plein de choses hyper intéressantes, ou alors une vidéo carrément dédiée. Sur le long terme, je souhaiterais avoir un revenu passif d'au moins 3 000 € par mois pour subvenir à mes besoins. Très bien. Stratégie, réinvestir 230K. Notre ami nous a partagé son cash flow. Donc là, on le voit, c'est les contrats dont on parlait tout à l'heure, transport d'enfants handicapés et les courses privées, ce qui fait un beau budget, 3 700 €. On voit qu'il y a du manque à gagner, enfin il y a du restant à épargner plutôt. Le logement, ça lui coûte pas mal. La cantine plus l'école pour les enfants. On a dit il a 3 enfants. L'élec, recharge de voiture, évidemment, ça coûte cher quand on a une voiture électrique, mais bon, en même temps, on économise aussi sur l'essence. Donc on s'y retrouve quelque part. Assurance habitation, assurance auto, évidemment, hyper important dans son métier. Activité sport, bon, rien de choquant là, hein, je trouve. Budgéter les péages, bah oui, pour quelqu'un qui est taxi, logique. Les courses, 800 €, bah oui, il faut nourrir quand même pas mal de monde là, 5 personnes à la maison. Un peu de restaurant, des dépenses courantes, du gasoil, de l'essence, donc parce qu'il a un X3 aussi. Donc j'imagine qu'il est thermique celui-là. Et ensuite, derrière, bon, c'est des toutes petites dépenses, hein, abonnement Vérissure pour la sécurité, un peu de dette URSSAF. Donc bon, voilà. Et en tout cas, il y a un reste à investir. Donc dès maintenant, il pourrait commencer à placer dans plusieurs choses. Mais comme vous l'aurez compris, la partie finance islamique, même si c'est pas clair dans son profil, a priori, ça va être un frein, puisque ça limite le champ des possibles. Je n'ai aucune stratégie d'investissement, pas de livret, ni d'AV, seulement quelques milliers d'euros en épargne. J'ai toujours gardé mon cash pour investir dans mes projets ou rachat de ma licence de taxi. Il devrait me rester 230 000 € après revente, puis rachat de ma résidence principale. J'ai quelques idées pour la suite, notamment un projet de start-up qui nécessite des fonds au lancement. J'envisage l'achat d'un appartement sur Alger pour des projets à moyen terme. Je souhaiterais également investir en bourse. Les questions. J'ai pris contact avec toi car
suite aux 230 000 € que j'aurais dégagés, je chercherais à surtout ne pas faire l'erreur d'investissement. Comment faire? L'objectif des 3 000 € par mois de revenus passifs est-il atteignable? On va tout de suite regarder son patrimoine, on accepte les cookies, on y va. Du coup, c'est assez simple en réalité, hein. Il y a 2 catégories. L'IMO, on voit, là, la maison, magnifique, hein, 88 000 € de plus-value, pas d'impôt sur la plus-value. Toi, tu l'estimes un peu moins, il me semble que c'était 450. Donc à voir, mais bon, même si c'est 450, ça fait quand même 50 000 € de plus-value, donc ça c'est plutôt bien joué. Et dans les autres actifs, tu as donc le fameux X3, 20 000 €, donc là on voit qu'il a été bien amorti, hein, c'est un véhicule qui doit dater un petit peu. Et tu as le Kia e-Niro, pareil, qui doit dater un petit peu. C'est un patrimoine plutôt basique. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien faire des petits Excel de temps en temps, même si j'ai créé Finari pour quelque part me débarrasser des Excel. C'est quand même bien pratique pour faire plein de choses. En l'occurrence ici, c'est un Google Sheet. Du coup, on a modélisé ta situation qui est assez simple à comprendre, hein. Donc il y a 230 000 € de cash à investir. On n'a pas regardé la partie de cash que tu vas utiliser pour acheter ta maison. Ça, c'est déjà acquis. Bon, on a fait un petit calcul, hein. On n'a pas toutes les données. Donc on s'est dit, la startup, allez, il faut 30 000 € pour la lancer, un peu de fonds de roulement. L'appartement Alger, ça c'est assez simple, on a regardé le prix au mètre carré à Alger, qui est une ville gigantesque avec beaucoup de différences entre les quartiers, mais voilà, on a pris une moyenne, hein. Pour un appartement de 50 mètres carrés, qui est, j'imagine, un espèce de pied-à-terre, hein, ça fait 72 500 € de coût pour acheter ce bien. Matelas de sécurité quand même important, parce que là, tu rentres dans une période où, a priori, tu as quand même 3 enfants. Si tu as un accident, je sais pas si ta femme travaille, comment vous allez subvenir à vos besoins. Tu es quand même sur la route tous les jours, quand même pas anodin, quoi. Donc, moi, je pense que ça vaut clairement le coup d'avoir un matelas de sécurité. Donc ici, ce qu'on a pris, c'est tout simplement tes dépenses mensuelles, hein. On est reparti de ce cash flow-là pour derrière te définir un matelas de sécurité que tu pourras mettre sur un livret A, définir si tu peux toucher l'intérêt, etc. Mais bon, ça, j'ai pas toutes les infos. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, dis-nous dans les commentaires comment tu te positionnes par rapport au livret A. Et puis la bourse, tu as vraiment un levier magnifique puisque tu as quand même pas mal de cash, ici quasiment 110 000 € à dispo, que tu vas pouvoir mettre au travail dans des ETF divers et variés, des actions, un peu comme tu veux, quoi, enfin des obligations. Il y a beaucoup d'options différentes. Je pense que sur le premier point qui est comment ne pas se tromper, déjà il faut vraiment bien définir tes contraintes d'investissement, puisque dans ton cas, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Une fois que ça a été bien bordé, voilà, je vais faire la réponse de Normand, enfin le Normand version Finari, je vais te dire PEA, ETF, hyper diversifié, assurance vie, grande date, gestion libre, je veux dire CTO pour la transmission à tes enfants et purger les plus-values au moment de la dite transmission. Un peu de crypto peut-être pour se diversifier si ça t'intéresse. Peut-être si ça t'intéresse pas, peut-être prendre un petit peu d'or qui peut être un actif de diversification qui est intéressant. Et voilà, je pense qu'on a déjà balayé le sujet, hein. Après, si tu veux aller plus loin, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'investissement en bourse, mais c'est vrai que moi j'aime bien les choses simples. Je ne fais pas de stock picking de façon importante et je trouve que les ETF sont de loin le meilleur véhicule pour aller placer son épargne et profiter de la puissance des marchés actions. Et comment déployer ce cash qui est quand même important. Ici, 109 000 €, c'est pas rien. Je dirais en DCA, donc faire des investissements progressifs. Donc par exemple, diviser la somme par 12 et investir un 12e tous les mois. Ça me semble être une bonne option. Ce qui m'emmène à ta deuxième question. L'objectif est de 3 000 € de revenus passifs. Est-ce que c'est atteignable? Écoute, ça c'est une très bonne question. J'ai repris mon simulateur. On va vous remettre le lien dans la description. Et on a fait 2 scénarios. Premier scénario, on s'est dit l'ensemble de la somme dont tu disposes, donc les fameux 230 000 €, tu vas la réinvestir en bourse. Ce qui nous donne, sur ton patrimoine actuel, qui est ton patrimoine futur en réalité ici, si on simplifie, 44%. Tu continues d'investir annuellement puisque tu as un excédent d'épargne qui est assez important, hein, quasiment 800 €. Et donc, ça nous donne 4 500 € de revenus passifs par mois. Alors là, vous allez me dire, mais c'est incroyable, c'est génial, le revenu passif, c'est hyper simple. C'est pas du revenu passif au sens, quelqu'un vous fait un virement sur votre compte. C'est du revenu passif qu'il va falloir acquérir. Autrement dit, il va falloir vendre. C'est ça que signifie ce chiffre. 3% de votre capital pour aller générer ce revenu. Pourquoi 3%? Parce que il y a beaucoup d'études, notamment cette étude-là, qui a été débunkée depuis et puis rebunkée. Enfin bref, il y a un peu tout et son contraire qui est dit dessus, mais je pense qu'elle est quand même hyper intéressante. C'est la Trinity Study. Ce qui est super intéressant dans cette étude, c'est que en fait, on calcule les probabilités de déplétir son capital en fonction du taux de retrait, donc du pourcentage de son capital qu'on vend chaque année et de l'allocation. Et ça paraît un peu abstrait, mais concrètement, comment on lit ce tableau? On voit que ici, sur cette version-là, donc là c'est la pessimistique study, il faudrait que je la revoie. Mais ici, par exemple, j'ai un taux de retrait de 4% et que mon portefeuille a un rendement annualisé de 7%, ce qui est plutôt la bourse, tu vois, eh bien, j'ai 74% de chance de ne jamais déplétir mon capital. Par contre, on voit que si je me mets à 2% avec un rendement de 7%, je suis à 100%. Donc, autrement dit, je vais jamais être ruiné. Je vais mettre sur la paille. Là, ça veut pas dire que je vais être ruiné, mais j'ai une chance sur 4 quand même de pas passer le cut. À l'inverse, si je me mets un taux de retrait de 4% avec un rendement annualisé
capitalisé d'un portefeuille de 3%, et ben là, j'ai aucune chance d'aller au bout. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon rendement n'est pas suffisant pour régénérer mon portefeuille. Donc ça, comment c'est fait? C'est avec des Monte Carlo. Il y a pas mal de choses qui ont été faites derrière, mais c'est hyper intéressant parce que c'est plutôt une façon d'envisager son patrimoine. Et donc, ce simulateur, il est fait pour ça. Il est fait pour vous montrer que vous pouvez vendre une partie de votre capital et que, en fait, en restant sous les 3%, je pense qu'on reste quand même très safe. À partir de 4%, c'est plus chaud. À partir de plus de 4%, c'est vraiment très, très difficile de ne pas déplétir son capital. Donc ça, c'est la version un peu extrême. Si on se met sur la version plus raisonnable, eh bien, là, on prend que 21%. Donc ça, c'est le fameux 108 000. Eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Tu es quand même à 3 900 € par mois. Donc en fait, on voit que la trajectoire patrimoniale, elle reste excellente dans les deux cas. Pourquoi? Ça, c'est parce que en fait, ce qui va vraiment accélérer la création de richesse, c'est si tu pouvais réinvestir plus chaque année. Donc par exemple, si on prend ici, on dit au lieu de faire 9 000, tu vas faire 18 000. Et bien là, tu vois que forcément, tu vas doubler le scénario où tu investis plus au départ parce qu'en fait, ta capacité à remettre de l'huile sur le feu ou de l'essence dans le moteur, comme tu veux, ça redonne de la puissance et ça accélère l'inertie des intérêts composés. Donc, j'ai envie de te répondre, statistiquement et au vu des paramètres de ton problème, oui, ça me paraît complètement atteignable. Je pense que tu es dans une situation qui est hyper favorable puisque tu n'as pas de dette, tu as des actifs plutôt très solides comme une résidence principale que tu vas pouvoir vendre sans être fiscalisé sur la plus-value. Tu vas pouvoir en plus placer le delta que tu vas générer. Tu continues de travailler et de générer des revenus qui sont plutôt importants. Dans l'ensemble, j'ai envie de dire, tout roule. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en musique et à faire monter le score Finari qui, je pense, va fortement changer de dimension lorsque tu vas ajouter la partie livret d'un côté, évidemment, puis la partie boursière. D'ailleurs, vu que le score est quand même très faible, je pense que c'est assez intéressant de voir ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Donc, gagner plus que tu ne dépenses, ça c'est bon, c'est validé. Tu ne te payes pas en premier puisque tu n'investis pas. Tu n'as pas de matelas de sécurité. Tu n'investis pas en bourse. Tu n'investis pas via ton PEA. Tu n'as pas d'ETF. Tu n'as pas géré l'overlap d'ETF puisque tu n'en as pas. Tu n'as pas mis les frais au plancher puisque tu n'as pas d'ETF. Tu ne fais pas de DCA. Tu ne fais pas de stock picking. Tu n'as pas de CTO. Tu n'as pas pris date sur une assurance vie. Tu as fait de l'achat-revente fructueux. Tu n'as pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, pas de DCA sur la crypto. Tu investis en toi. Tu as une vision très long-termiste. Tu as un objectif très clairement défini, peut-être le plus clair que j'ai jamais vu sur une AP. Tu ne fais pas d'optimisation de ta fiscalité. Quoique, ça se débat, ça, parce qu'en fait, tu achètes et vends ta RP. Donc ça, c'est plutôt malin. Et tu as un patrimoine suffisamment liquide. Bah non, pas du tout, parce que tu as une maison et des voitures. Bon, là, tu es vraiment dans des biens qui sont physiques, quoi. Donc ça se vend pas en 2 minutes. Mais dans l'ensemble, il y a toutes les clés en main. Et on voit qu'avec un taxi et des bonnes décisions, on peut quand même faire un très beau patrimoine assez jeune. Et je suis quasiment sûr que cette personne sera millionnaire dans les 20 ans à venir grâce à cette frugalité d'une part et cette rigueur dans l'investissement. Donc bravo, bien joué. Si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine, le lien est dans la description. Je reçois tous les jours des DM de gens qui me disent « Est-ce que tu peux regarder mon patrimoine ?» Oui, je peux, mais à condition de remplir le formulaire. Avec l'équipe, on se pose, on analyse les profils et on prend ceux qui ont le plus de valeur, le plus d'intérêt pour nous apprendre collectivement à devenir des meilleurs investisseurs. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. D'ici là, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.